d'abord vous présenter très rapidement le réseau des AMAP d'Île-de-France. Ce sont 60 000 consommateurs et 185 paysans qui coproduisent tout au long de l'année pour une agriculture biologique qui nous rend tous heureux au quotidien, mais qui nécessite malgré tout la mobilisation de nombreux bénévoles. Et donc je voulais commencer par les remercier parce que je pense que sans ces bénévoles, finalement tout ce qu'on se dirait ce soir n'aurait pas de sens. C'est au quotidien qu'on vit cette agriculture et cette coproduction, et donc c'est avant tout vers eux que je me tourne aujourd'hui. Je vais remercier l'association Solidarité avec qui on a monté cet échange. Je pense qu'elle aura l'occasion de se présenter tout à l'heure. Et donc je voulais prendre quelques secondes pour remercier plus particulièrement pour ce soir les bénévoles qui se sont mobilisés depuis ce matin pour que ça se passe bien, et plus particulièrement deux administrateurs, donc Florence Eban et Olivier Laveille, parce que en fait depuis des mois ils nous bassinent le collectif avec cette journée, mais on voit le résultat aujourd'hui, donc un grand bravo à eux, et vraiment un salut particulier et très fort de tout le monde pour Benoît Sebaud qui a mis son quotidien, son énergie pour le montage de cette journée. Donc voilà, c'était quelque chose d'important. Et en dernier lieu, je souligne aussi l'implication des salariés, des administrateurs du réseau qui se mobilisent aussi depuis longtemps sur ce sujet. Voilà, ça c'était la partie remerciements. Je vais remercier également le maire du 11e qui nous accueille, le 11e arrondissement nous accueille ici ce soir, et heureusement que nous sommes accueillis parce qu'on voit la foule qui nous a rejoints. Et je vais lui passer la parole. Merci beaucoup. Merci. Je vous souhaite à tous et à tous une bienvenue très chaleureuse dans cette belle salle du 11e arrondissement. Quand le réseau des AMAP et Solidarité nous ont sollicité, c'était une évidence que de répondre positivement, tant l'importance du débat de ce soir est grande, je crois. On peut toujours se poser la question de ce qu'un arrondissement parisien le plus dense de Paris, avec le moins d'espace vert malheureusement par habitant, on n'a que 0,6 m² par habitant dans le 11e, qu'est-ce qu'il pourrait bien apporter dans un débat comme celui-ci? Si ça commence par une salle, c'est déjà très important. Mais au-delà, nous étions tout à l'heure avec Vandana Shiva pour planter un arbre juste à côté, dans un petit square, un jardin partagé de cet arrondissement, et je crois qu'à travers ce geste, à la fois symbolique, mais aussi très concret, ça montre que tout le monde doit se sentir concerné. Évidemment, les producteurs, les distributeurs, mais aussi les consommateurs que nous sommes, nous avons tous un rôle essentiel dans cette question majeure qu'est l'agriculture. Puisque nous sommes à quelques semaines seulement de la COP21, il me semble vraiment important que vous posiez cette question, parce que on parle beaucoup de l'énergie, des transports, de l'habitation. C'est des sujets qui sont très importants aussi, bien sûr. Mais l'agriculture peut peut-être passer pour un petit peu oublié de ce débat. Donc merci. Et le fait que vous soyez très nombreux ce soir, ça montre combien ce sujet est important. Et je dois dire que quand on voit la situation de Paris, entourée par, ma foi, une immense zone d'agriculture extrêmement intensive, dans laquelle les sols sont devenus complètement stériles, dans laquelle il n'y a plus de haies, il n'y a plus de bordures plantées, il n'y a plus de diversité du tout. C'est vraiment une monotonie dramatique qui est sur des kilomètres et des kilomètres carrés. Et donc je crois que vous avez toutes et tous un rôle essentiel, et les AMAP jouent pour cela un rôle essentiel. Donc merci de poser ce débat formidable ce soir. Je suis sûr que vous allez avoir un échange extraordinaire avec Aurélie Trouvé et Vandana Shiva, que je remercie encore. Bravo à tous et merci beaucoup.
beaucoup François Vauglin, maire du 11e arrondissement. Bonsoir à tous, je suis Jade Lingard, journaliste à Mediapart. Je vais animer cette soirée et je passe la parole immédiatement pour les deux autres interventions préliminaires à Justine Fautrel de la Coalition Climat 21. Coalition Climat 21 qui regroupe les mouvements, associations, syndicats et collectifs qui préparent la mobilisation citoyenne pendant la COP21, le sommet sur le climat. Merci Jade. Bonsoir à toutes et à tous. Donc maintenant qu'on a introduit la coalition, je vais essayer en 5 petites minutes de vous présenter l'agenda des mobilisations, qui est un agenda assez dense. Donc comme vous le savez, la COP commencera le 30 novembre. Donc le week-end des 28 et 29 novembre, nous serons dans les rues en organisant des marches pour le climat qui auront lieu dans plusieurs villes de France, plusieurs villes du monde et à Paris le 29 novembre. Nous aurons un parcours de République à Nation sur une construction d'une marche très artistique sur différents chapitres. Le premier chapitre étant nous sommes les premières communautés affectées par le changement climatique. Ensuite, nous sommes les emplois de demain. Nous savons qui sont les responsables. Nous avons les solutions, etc. Ensuite, le deuxième temps fort de mobilisation sera un grand village qu'on organisera à Montreuil, donc le sommet citoyen pour le climat, qui regroupera 3 composantes, donc un climat forum avec des conférences, des ateliers de différents intervenants venant du monde entier sur des thématiques diverses liées au climat. Il y aura dans ce village le village mondial des alternatives porté par Alternativa, tel qu'il avait eu lieu avec succès à République. Et la dernière composante très forte, c'est un grand marché paysan où on aura le plaisir d'accueillir plus de 50 producteurs de la Confédération paysanne. Voilà. Ensuite, nous entamons donc la deuxième semaine des négociations. Donc là, le niveau, la pression monte à mesure que les tensions autour des négociations se crispent. Donc nous ouvrons la ZAC, la zone d'action pour le climat, qui se déroulera du 7 au 11 décembre au 104, donc l'espace culturel du 19e arrondissement, qui sera un grand espace, donc pareil, avec des conférences, mais beaucoup plus autour d'activités artistiques, avec des rencontres entre des enfants, des communautés en lutte, et où tous les soirs on fera un retour pour le grand public sur les négociations. Et on aura également des media centers, des espaces, des radios libres, des espaces de médias et de communication autour des enjeux des négociations. Et ces 2 semaines de mobilisation aboutiront le 12 décembre. Donc on ne spécule pas, mais qui peut être le jour de la fin des négociations sur le climat. Et ce jour, donc, on organise une journée d'action de désobéissance qui commencera dès le lever du jour avec une action d'encerclement au sens symbolique du Bourget, avec des grands objets gonflables qui symbolisent les lignes rouges, qui sont à notre sens les lignes qu'il ne faut pas dépasser pour vivre sur une planète vivable. Et pareil, on ne spécule pas sur le résultat de la COP, mais on sait que sans la participation forte de la société civile, l'accord ne sera pas assez contraignant pour atteindre les 2 degrés, enfin ne pas dépasser les 2 degrés en 2100. Donc cette action-là, elle vise à avoir le dernier mot sur les négociations, à ne pas laisser le gouvernement se vanter d'un accord qui ne serait pas ambitieux. Et puis à midi, nous convergerons sur la place de la République, en chaîne humaine, qui symbolise tous les pieds de la résistance pour les mouvements sur le climat. Ça sera l'agriculture, ça sera l'énergie, ça sera les transports, et ça sera aussi un moment où on parlera de la suite de la construction de ce grand mouvement pour la justice climatique en 2016. Voilà un peu l'agenda des mobilisations, et je terminerai juste en disant qu'on vous appelle à signer une pétition une pétition qui vise le gouvernement, car je ne sais pas si vous avez un peu entendu parler, on a des grosses difficultés à obtenir des hébergements pour les groupes qui viennent de France et d'autres pays du monde. Les visas sont bloqués, l'espace Schengen a été bloqué sur 1 mois. C'est clairement des facteurs pour réduire et freiner la mobilisation, et on pense qu'ici on est tous concernés, parce que cette mobilisation, c'est une réussite que si elle est massive.
Donc je vous invite à signer cette pétition pour rappeler au gouvernement que s'il veut que la société se mobilise, il faut qu'il lui en donne la force aussi. Merci beaucoup, Justine. Merci. Je passe tout de suite la parole à Benjamin Boll, du collectif pour une transition citoyenne. Bonsoir. Voilà, le collectif pour une transition citoyenne, c'est né d'une petite histoire toute simple. Ce sont plusieurs structures qui ont décidé de faire leur assemblée générale en commun. Et puis ces structures se sont dit, et si en plus de ça, on faisait une fête, ils organisaient un mini-festival qui était à Cluny, qui s'appelait le Festival de la transition citoyenne. Et à la deuxième édition de ce festival, ils ont décidé de se structurer en collectif, de se former en collectif, et de se mettre en synergie. Alors qu'est-ce que c'est que toutes ces structures? Eh bien vous avez trouvé le réseau des AMAP, vous avez trouvé Bioconsommateurs, vous avez trouvé les Amis de la Terre, vous avez trouvé la NEF, Énergie Partagée, Terre de Liens, vous avez trouvé, il y avait Biocop, voilà, vous avez trouvé tout un tas de structures comme ça qui peuvent rentrer en synergie. Et on s'est dit, chacun nous avons un domaine d'activité. Et dans ce domaine d'activité, nous essayons de changer les choses avec les citoyens. Et fort de ces points communs, nous allons essayer de nous allier pour que les citoyens, nos bénévoles, nos membres, nos adhérents, nos sociétaires, que les citoyens se disent « et si, en plus de faire ce que je fais dans ce domaine, je m'intéressais à ce qui se passe dans les autres domaines ?» Je viens par le biais de l'alimentation, parce que je participe à une AMAP, et je me dis, tiens, il y a la question du commerce équitable aussi, et de la finance solidaire, et de l'énergie. Et je vais aller creuser, et je vais regarder ce que je peux faire, et nationalement, et aussi au local, pour pouvoir agir. Pour ça, on offre plusieurs outils. Le premier outil qu'on a créé s'appelle la Journée de la transition citoyenne. Et la deuxième édition a eu lieu cette année, et on a eu 123 journées sur toute la France. L'objectif était de faire en sorte que sur chaque territoire, les gens puissent se rencontrer, préparer ensemble un événement, se rencontrer entre réseaux et se mobiliser pour réussir quelque chose en direction des citoyens. Évidemment, c'est qu'un prétexte. Qui a fait un festival des alternatives, qui a fait une projection débat, une visite de ferme, des dégustations. Tout un tas de choses ont été organisées, des disco-soupes, des gratiférias. Une multitude d'événementiels ont eu lieu pour pouvoir faire en sorte que les gens se rencontrent. Mais le chemin que les gens ont parcouru pour pouvoir organiser cet événement, les liens qu'ils ont créés à l'occasion de cet événement, c'est ça la vraie transition et c'est ça qui nous donne beaucoup d'espoir. Pourquoi cet espoir? Parce qu'il n'y a pas quelques milliers de négociateurs. Non. Sur la planète, il y a plusieurs milliards de négociateurs. Chacun des citoyens de la planète, eh bien c'est eux la clé. C'est eux la clé du changement, de tous les changements. Leur changement en tant qu'individu, bien sûr, parce que, eh bien, moi, je peux agir et je peux faire quelque chose en tant que moi. D'ailleurs, à ce propos, on a créé un outil avec Alternativa qui s'appelle Alternativez-vous, un petit livret, pour faire en sorte que chacun puisse se saisir des transitions qu'il pourrait mettre en place. C'est fait sous forme de nouvelles, c'est très didactique, et vraiment tout le monde peut commencer, y compris s'il a juste une toute petite idée de ce qu'il pourrait faire. Et bien là, on lui en donne des clés, on lui donne la possibilité d'aller plus loin. Mais pas seulement en tant que simple individu. En tant qu'individu, on est membre de collectivités, de groupes, de communautés. Eh bien, on peut peser sur nos communes, sur nos régions, sur nos États, pour qu'eux aussi se mettent à leur tour à faire quelque chose. On a créé un petit outil qui s'appelle le Pacte pour une transition citoyenne. Et cet outil, l'objectif est tout simple, c'est de faire en sorte que les citoyens pèsent sur leur collectivité, pour que leur collectivité prenne un ensemble de mesures. Qui va travailler sur la question du bio dans les cantines scolaires? Qui va travailler à l'installation d'un agriculteur? Qui va travailler à faire en sorte de changer de fournisseur d'électricité pour la commune, etc. Tout ça pour permettre la transition à ce degré-là. À ce propos d'ailleurs, comme on est dans le 11e arrondissement, j'espère que bientôt on aura un rendez-vous pour signer un pacte de la transition avec le maire de cet arrondissement. Voilà. Je vois qu'il y a des citoyens du 11e qui sont très contents, donc on va pouvoir y aller tous ensemble pour organiser un forum de la transition en plus avec le maire du 11e. Pour terminer, je dirais une chose toute simple. Si jamais il n'y a pas d'accord contraignant entre les États, parce que c'est difficile lorsqu'on est un État et qu'on est là pour défendre un intérêt général qui est l'intérêt général de sa nation, donc un intérêt général en fait qui se considère comme au-dessus des intérêts généraux qui sont à côté, des intérêts généraux qui sont à côté. S'ils n'arrivent pas à tomber d'accord sur un intérêt général de l'humanité et de la planète, eh bien nous,
En tant que citoyens conscients, nous pouvons le faire. C'est notre devoir de le faire, et c'est notre devoir d'accélérer. C'est notre devoir de dire, je ne remets plus à demain le fait d'être en transition. Je ne remets plus à demain le fait de me dire que j'ai un impact, et en tant que citoyen individuel, et dans le collectif. Et ça, c'est l'histoire du collectif pour la transition. Si vous n'avez pas eu la chance de passer me voir tout à l'heure sur le stand, je mettrai à votre disposition des documents pour que vous puissiez les prendre. Merci à vous. Merci beaucoup, Benjamin et Justine. Merci à vous. Et nous allons maintenant démarrer le débat. Donc, j'invite Vandana Shiva, Aurélie Trouvé, ainsi que Sophie Duplay et Maude Granger à bien vouloir me rejoindre sur scène. J'en profite pour... alors je vous en prie, on va faire un peu de place. J'en profite pour saluer nos 2 traducteurs qui ont déjà commencé à travailler, Judith et Philippe. Je vous en prie, Vandana. Et les remercier parce que c'est eux qui vont permettre à la fois à Vandana Shiva d'entendre, de comprendre ce qui va être dit sur scène et également de vous traduire en français ce que dira Vandana Shiva. Et donc, ça veut dire que, chères intervenantes, il faut essayer de faire ce que je ne fais pas du tout, donc là je vais ralentir, c'est de parler doucement. Voilà. Merci, merci beaucoup à toutes les 4 d'être là. J'insiste sur le plaisir particulier que c'est d'avoir un panel de femmes, entièrement, parce que c'est quand même rarement le cas. Donc, voilà, ne boudons pas notre plaisir. Et d'ailleurs, ça va venir dans notre discussion de cette première partie de débat sur le rôle des femmes dans cette transition citoyenne de l'agriculture qui, à mon avis, est tout à fait important. Alors, ah oui, que je vous dise une dernière petite chose technique. Pour ceux qui le souhaitent, il y a un hashtag qui a été créé pour ce débat. Hashtag TDMP, tous dans le même panier. Donc si vous souhaitez voilà, donner une idée de cette conférence en direct, c'est possible. Alors, on va commencer tout de suite. Une première partie de discussion qui va porter vraiment sur qu'est-ce que c'est que ce rôle des citoyens dans une transition écologique de l'agriculture. Quand on parle de ça, ce qui peut avoir l'air d'être un slogan un peu idéaliste, très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc on va démarrer tout de suite cette discussion. Et je vais commencer en donnant la parole à Vandana Shiva, que nous sommes vraiment très heureux d'accueillir ce soir. Alors je redis quand même en quelques mots, Vandana Shiva, qui est une scientifique, qui est une militante féministe, une militante écoféministe, qui est prix Nobel alternatif et qui est fondatrice de cette association Navdanya pour la conservation de la biodiversité et des semences. Donc ce travail immense qu'elle conduit depuis des années. Vandana Shiva, la première question que j'aimerais vous poser, c'est pour vous, qu'est-ce que c'est que ce rôle des citoyens dans la transition écologique de l'agriculture et comment, dans quelles conditions pourrait-on parler d'une transition citoyenne de l'agriculture ? I think the first role of citizens in this transition from an industrial agriculture, a corporate-controlled agriculture, is to reclaim democracy. Je pense que le premier rôle des citoyens dans une agriculture industrielle sous l'emprise des entreprises transnationales est de se réapproprier la démocratie. Because it's around agriculture that the worst kinds of new dictatorship and new fascism are being established.
Je vous prie de m'excuser, je prends des notes, ça prend quelques instants avant que je puisse restituer. Donc c'est autour des questions des pires formes du fascisme et de dictature que se passe l'agriculture à l'heure actuelle. Seed saving, the right to save seed. There's attempts again and again to prevent farmers and peasants from having seed. Citizens have a role to reclaim seed freedom. En ce qui concerne le droit à préserver les semences, il y a des tentatives d'empêcher les producteurs de le faire, mais les citoyens ont tous les droits de le faire. On the issue of food, whether it is through crazy pseudo-hygiene laws that make it look like making good cheese in an artisanal way is dangerous to your health, but making toxic products and GMOs is very, very safe, citizens have a duty to reclaim their food freedom. En ce qui concerne la nourriture, que ce soit les réglementations tout à fait démesurées concernant l'hygiène, ce qui empêche la production de produits artisanaux, il y a par contre tous les droits, les entreprises ont tous les droits de commercialiser des OGM qui sont tout à fait toxiques sous un label sécurisé. Et les citoyens ont le droit à une nourriture saine. The entire food system is defined on two false constructions. First, that citizens are only consumers, and second, that food is a commodity. Citizens have the power to say we are not just consumers. We are the shapers of the food system, as farmers, as producers, as eaters, as co-producers. Le système alimentaire repose sur deux conceptions totalement fausses. Tout d'abord, que les citoyens sont des consommateurs, et deuxièmement, que l'alimentation est une commodité, un bien de consommation. Les citoyens ne sont pas des consommateurs. Les citoyens sont des gens qui sont des coproducteurs de l'alimentation. And citizens are the only ones who can very clearly say commodities are not food. Citizens are like that little child in the story where the naked emperor is tromping around and everyone who wants to look smart is clapping that the clothes are beautiful, and it takes the purity and innocence of a child to say, but the emperor is naked. The food and agriculture emperor controlled by corporations is a naked food system. It's a fake food system. And real food will only be grown by real farmers. Real food will reach citizens only when they become active in ensuring they change the economic model. And the other role of citizens is to be the intellectual leaders of our time, to articulate a different paradigm of what is the economy, what is democracy, what is citizenship. Les citoyens seuls savent que la nourriture n'est pas une commodité. Les citoyens sont comme l'enfant qui, voyant l'empereur tout nu, sans vêtements, et voyant tout le monde l'applaudir, osent dans leur innocence dire « Mais l'empereur n'a pas de vêtements, il est tout nu ». L'empire des entreprises transnationales dans l'alimentation sont comme cet empereur. Le vrai système alimentaire, c'est le système des paysans, des producteurs, et l'action pour changer est une action qui doit être menée
par les citoyens qui peuvent mener vers une nouvelle économie. Merci. J'étais portée par le rythme de votre voix. Aurélie Trouvé, vous êtes ingénieure agronome, vous êtes l'ancienne présidente et maintenant la coprésidente du conseil scientifique d'ATTAC, vous êtes une spécialiste des politiques agricoles. La première question que j'ai envie de vous demander, après ce que vient de dire Vandana Shiva, c'est un rôle des citoyens, certes, mais ce citoyen consommateur, que peut-il faire face à une puissance telle que l'agro-industrie ? Alors, avant de commencer, je voudrais déjà dire à quel point je suis honorée en fait d'intervenir avec Vandana Shiva, parce que pour moi, voilà, depuis que je suis étudiante, elle représente un symbole et un énorme espoir pour changer les choses. Et je trouve que c'est extrêmement important pour nous, dans les mouvements sociaux au Nord, d'avoir voilà, des mouvements, des personnes comme ça qui sont aussi actives et qui nous portent un message autant d'espoir sur ces questions agricoles et alimentaires. Donc vraiment un grand merci d'être présente ici. Alors, je voudrais dire d'abord qu'il me semble qu'un élément important pour nos mobilisations, pour une autre agriculture, une autre alimentation, c'est d'arriver à nous fédérer en France, en Europe et évidemment dans le monde, entre les paysannes et paysans et les mouvements de consommateurs, de circuits courts, de solidarité internationale, de commerce équitable, toutes les associations environnementales. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes de plus en plus nombreux à porter cette idée d'une autre agriculture, d'une autre alimentation contre les multinationales, contre l'agrobusiness. Et de plus en plus, comme militante associative, mais aussi comme enseignante et chercheuse, je suis persuadée que nous sommes proches du but, en tout cas que nous pouvons vraiment changer les choses grâce à des mouvements comme celui des AMAP. Alors je ne le fais pas par démagogie, mais je pense vraiment que ça fait partie des mouvements très très importants aujourd'hui en France et en Europe. Alors, je voudrais aussi dire à quel point, à mon avis, il est important de nous battre à la fois contre un processus et une idée. Un processus, c'est évidemment celui de la marchandisation et de la financiarisation de l'agriculture et de l'alimentation, à la fois avec un mouvement à très grande échelle d'accaparement des terres, avec des paysans qui se font chasser. Par exemple, en 3 ans, les Nations Unies disaient qu'on avait accaparé les grands investisseurs privés et les fonds souverains avaient accaparé l'équivalent de la surface agricole de la France, donc c'est énorme. Mainmise également des multinationales sur toutes les étapes des semences, de la production, de la transformation et évidemment de la distribution. Aujourd'hui, avec la constitution, par exemple, de fermes géantes, à 30 000 bêtes, à 30 000 vaches aux États-Unis, en Chine, en Arabie Saoudite, etc. Donc se battre contre l'agrobusiness, la mise en concurrence effrénée entre agriculture du monde, mais se battre, et je finirai là-dessus, contre une idée que porte malheureusement, en France en tout cas, une partie des agriculteurs, le syndicalisme agricole majoritaire qui a trop de puissance aujourd'hui, en tout cas vu les idées qu'aujourd'hui il porte, cette idée qu'il faut produire toujours plus au nord par agriculteur, par hectare de surface cultivée et par animal. Et ça, je crois que c'est une grave erreur, parce que ça amène à l'augmentation toujours plus des rendements, donc des engrais, des pesticides. Ça amène à l'augmentation de la taille des exploitations et au remplacement de l'agriculture paysanne par une agriculture capitaliste. Ça amène également à une concentration, une spécialisation de toutes les régions, avec les problèmes que l'on connaît actuellement de concentration des effluents, des déchets d'élevage, avec une incapacité à faire de la complémentarité entre élevage et culture. Et puis ça amène enfin à la destruction de l'environnement et de l'emploi. En France, depuis 20 ans, on détruit quasiment autant d'emplois dans l'agriculture que dans l'industrie. Ça se fait beaucoup plus silencieusement, mais c'est vraiment effectif. C'est quasiment 30 000 emplois par an depuis 20 ans qui sont supprimés dans l'agriculture. Et ça amène enfin, même sur le plan économique, à quelque chose d'absolument invraisemblable, c'est-à-dire qu'on importe de plus en plus de l'énergie fossile pour produire
avec une agriculture productiviste. Et donc, on contribue à réchauffer le climat, d'où le lien d'ailleurs avec la COP21 qui va avoir lieu très bientôt. Et donc cette agriculture, elle est mortifère pour l'emploi, l'environnement. Et pourtant, et je finirai là-dessus, il existe des agricultures alternatives qui créent de l'emploi, qui respectent l'environnement, qui créent plus de richesses parce qu'elles consomment moins en machines, en énergie fossile, etc. Cette agriculture, si nous la voulons, cette alimentation alternative, cette alimentation de qualité, pardon, si nous la voulons, eh bien il faut nous battre contre les politiques actuelles et il faut développer nos alternatives pour que ce ne soit pas seulement une fraction de la population qui profite de cette alimentation, mais pour que ça devienne bel et bien un modèle dominant en France, en Europe et dans le monde. Merci Aurélie Trouvé. Je vais repliquer le micro. Merci beaucoup Aurélie. Pour passer le micro à mes voisines. Alors là, c'est vraiment super de pouvoir vous avoir avec nous pour cette discussion. Donc nous sommes en présence de Sophie Duplay, maraîchère bio en AMAP depuis 10 ans. Et à ses côtés, Maude Granger-Rémy, qui est présidente de cette AMAP, ex-présidente, mais toujours très impliquée dans cette AMAP des volontaires. Et l'idée, en fait, c'était vraiment d'essayer d'instaurer un dialogue, une discussion entre cette parole militante qui dessine un horizon, finalement, politique, un horizon idéal vers lequel tendre, et puis vos pratiques quotidiennes au sein de cette AMAP. Peut-être que, Sophie, vous pourriez commencer en nous expliquant pourquoi est-ce que, en tant que maraîchère, vous avez souhaité participer, collaborer à cette AMAP et qu'est-ce que ça change pour vous? Donc en fait, j'ai démarré en 2006, je suis rentrée par la porte des enfants. Je voulais nourrir mes enfants correctement et en habitant la Défense, je ne voyais pas trop comment faire, ça me paraissait très compliqué. Ça a pris beaucoup de temps, mais je me suis décidée à devenir agricultrice. Donc j'ai fait une formation et j'ai trouvé ce groupe d'Amapiens qui m'a soutenue depuis le début, qui a essuyé des plâtres, qui a vu mes essais ratés, qui s'est extasié devant des choux ravs maigrelets, enfin bon voilà, et qui m'ont soutenu toujours avec enthousiasme et qui ont cru en moi et qui m'ont vraiment porté pour continuer parce que c'est quand même un métier un peu difficile, surtout quand on n'y connaît rien et qu'on démarre. Et du coup, voilà, je pense que je n'aurais pas pu faire ce métier sans ce réseau de familles qui m'accueillent chaque semaine avec l'espoir de découvrir des nouveaux légumes, des nouvelles recettes, voilà. Et alors pourquoi? Est-ce que vous pourriez expliquer? Parce que on est au cœur de notre sujet là. Qu'est-ce que ça change pour vous? Pourquoi est-ce que ça vous permet d'exercer votre métier, d'être en AMAP? Alors, ça me permet, économiquement, je peux en vivre. Je ne pourrais pas aller vendre ma marchandise au marché, revenir avec mes salades parce qu'ils voulaient de la mâche. Enfin, je pars chaque semaine avec un camion plein et je repars, il est vide et ma sécurité financière est assurée. J'ai pas travaillé pour rien, j'ai travaillé pour des gens que je vois toutes les semaines, avec qui je parle, voilà. Ce qu'il faut bien expliquer, vous prévendez, voilà, en réalité, votre récolte, voilà. Vous la prévendez à l'avance à des gens qui, à l'avance, vous achètent. C'est quoi? C'est sur un an? Voilà, c'est sur un an. En septembre, on renouvelle les contrats. Donc j'ai les chèques que je tire tout au fil de l'année. J'ai ma trésorerie, je peux acheter mes... je suis désolée, j'achète mes graines. Mais je peux acheter ce qui me permet de cultiver mes légumes pour l'année. Et donc, je n'ai pas de stress, je n'ai pas une relation de client. Bien sûr, j'ai de l'argent en contrepartie de mon travail. J'ai de l'argent qui me permet de produire mes légumes, leurs légumes, pardon. Et leurs légumes, c'est intéressant que vous disiez ça. Les légumes, ce ne sont pas vos légumes, ce sont leurs légumes. Voilà, ce sont leurs légumes parce que ce sont des
coproducteurs qui m'aident à produire, qui produisent avec moi les légumes qui sont les leurs dans mes champs, enfin dans nos champs. Vous produisez pour combien de familles à peu près? Donc je produis pour 120 parts de récolte sur 45 semaines de l'année. J'arrive pas à produire toute l'année, les 52 semaines, parce que y a des périodes où je suis un peu sous l'eau, mais voilà, 120 familles. 120 familles qui sont nourries par votre ferme. Alors, Maude, à l'instant, Sophie parlait de coproducteurs. Est-ce que c'est vraiment comme ça que vous voyez votre rôle, et qu'est-ce que ça veut dire concrètement être coproductrice d'une ferme qui n'est pas là où vous habitez et pas là où vous travaillez? Donc ça veut dire quoi, coproduire? Alors concrètement, coproduire, ça veut dire qu'on y va de temps en temps à la ferme et qu'on met les pieds dans la gadoue et qu'on monte des serres et qu'on désherbe des citrouilles et qu'on arrache des oignons, et voilà. Ça, c'est concrètement. Mais c'est vrai que c'est important de rappeler qu'on n'est pas du tout des consommateurs, on est des adhérents d'une association. Donc certes, il y a un moment où on donne des chèques, mais ensuite, il n'est plus jamais question d'argent entre nous. Et en réalité, tout est organisé par du bénévolat, comme n'importe quelle association. Et effectivement, les distributions, c'est pas de la grande distribution, c'est de la petite distribution. On ne se fait pas de marge, mais on se fait beaucoup d'amis. Donc, simplement pour rebondir sur ce que disait Vandana Shiva à propos de l'hygiène, c'est vrai que la MAP c'est pareil, c'est vive les fromages qui puent et vive les légumes crasseux, quoi. C'est le même combat finalement. On apprend à cuisiner et à manger des choses qu'on n'aurait jamais imaginé manger avant. On est obligé c'est contraignant, on est obligé de suivre le long tunnel de la betterave et de la pomme de terre pendant l'hiver. Mais on devient créatif du coup, c'est sympa aussi. Voilà. Je voulais juste te dire, Sophie, je voulais juste dire à propos de Sophie qui est rentrée par la porte des enfants. Moi, j'avais pas encore d'enfants quand je suis rentrée dans la MAP, mais j'en ai eu depuis. Et ils ont été donc nourris aux légumes de Sophie dès l'état fœtal. Et ils ont une telle énergie que c'en est épuisant. Et on en discutait récemment avec Sophie, qui me disait qu'ils étaient toujours morveux, les siens, bah, les miens jamais, quoi. Donc voilà, vive les légumes. Est-ce que pour vous deux, la question s'adresse à toutes les deux, est-ce que être impliqué dans cette AMAP, c'est pour vous une action politique? Absolument, absolument. Absolument, parce que justement, parce que justement, on refuse la grande production, on refuse la grande consommation, on refuse d'être des simples consommateurs passifs et impuissants, et on donne de notre temps, on donne de notre énergie, on donne de notre bonne humeur pour que les choses se passent autrement. Donc oui, c'est politique, absolument. Et Sophie, pourquoi c'est politique de faire ça? En fait, pour tout ce qu'on a dit là, moi je suis pas très forte pour répondre à cette question. Ok, je passe. On peut passer. C'est pas obligé d'y répondre. Donc vous, ça fait 10 ans que vous êtes impliqué. Est-ce qu'en 10 ans, vous avez vu changer le profil des personnes qui viennent, qui se nourrissent de votre maraîchage? Oui, je trouve qu'il y a de plus en plus de jeunes couples avec des enfants. Au début, la moyenne d'âge était plus élevée, je l'ai trouvé. Et là, justement, me revient en tête la réflexion d'une amapienne là, qui me disait, quand j'ai vu mon bébé tout petit, mais si petit, manger autant de choses, je me suis dit qu'il aurait trop de travail de filtrer des toxines, qu'il fallait absolument que je me dépêtre pour lui fournir une alimentation vraiment bonne. Et du coup, ça m'a beaucoup touchée. Et en 10 ans, je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes parents qui viennent et qui connaissent rien à la cuisine des légumes, souvent, mais qui s'y mettent. Et avec les blogs, les échanges, parce que pendant les distributions, ils découvrent des légumes qu'ils ne connaissent pas, ils discutent entre eux, les anciens adhérents leur ouvrent des pistes, et on cherche, on trouve. D'accord, merci. Alors Vandana Shiva, quand vous entendez ces deux témoignages, est-ce que ça commence à ressembler
à cette révolution citoyenne, cette libération de l'alimentation que vous décriviez au début de cette soirée? I think from the conversation we just heard with Sophie and Maud, I think 3 very radical changes have been made towards food freedom. Dans ce qu'on vient d'entendre, de ce qu'ont dit Sophie et Maud, on voit bien qu'il y a 3 grands changements qui sont en marche vers cette liberté alimentaire dont on parle. The first is that the industrial corporate model is exploiting the producers so much that farming has become unviable. And the phrase Sophie used, that I get the checks ahead of time. From the beginning of the year, I know exactly where my food will go. That law of return is vital to sustaining society, because otherwise all you have is an exploitative system which leaves less than 1% with the producer, and 99% goes to trade and corporate exploitation. Alors on voit bien que le modèle de l'agriculture intensive est un modèle qui exploite les agriculteurs et qui rend l'agriculture non viable. Et ce qu'a dit Sophie est très intéressant. Elle a parlé des chèques qu'elle recevait à l'avance, qui lui permettaient de savoir ce que serait son année. Et ceci m'amène à parler de cette loi du retour écologique, qui rend l'agriculture un élément vital de la vie, sachant que les modèles d'agriculture industrielle ou intensive est un modèle d'exploitation qui ne laisse que 1% de valeur aux paysans, alors que 99% de la valeur est préemptée dans la partie commerce et la partie distribution. And I think the beautiful description that my vegetables are their vegetables is totally challenging the idea of food as a commodity and reclaiming food as a commons of the community. Et la description qu'elle a faite lorsqu'elle a dit que mes légumes étaient leurs légumes remet en cause totalement cette question de marchandisation de l'alimentation, que les aliments seraient des produits de base et permettent effectivement de se réapproprier cette liberté alimentaire. And finally, industrial agriculture, focusing only on commodity production with very false ideas of productivity, efficiency, which is wasting the land, wasting the earth, destroying the farmers, destroying our health. The conversation showed very clearly that the most important thing that a farmer is producing in cooperation with co-producers is health. Not a product, but nourishment. And nourishment cannot come from greed. Nourishment cannot come from appropriation. It will only come from a culture of caring and sharing. Et on voit bien que l'agriculture industrielle intensive, en se focalisant sur la marchandisation, donc en faisant des denrées alimentaires, des produits de base, des commodités, repose sur des prémices qui sont totalement faux, puisque au contraire, ce type d'agriculture génère du gâchis en termes fonciers, détériore l'air, détériore également les hommes, les fermiers, parce qu'on voit bien que ce qui est le plus important dans l'agriculture, et notamment l'agriculture paysanne, c'est l'approvisionnement en nourriture, en coopération les uns avec les autres. Et en fait, ce qu'ils fournissent, ce ne sont pas seulement, ou pas tant des produits alimentaires, c'est de la santé. Donc ce n'est pas un produit, c'est l'acte de nourrir. Et l'acte de nourrir, ce n'est pas de l'avidité, ce n'est pas de l'appropriation ou du pillage, c'est un acte qui est un acte de soin, care, et de partage, share. And if health is the main gift, then we should see
small farmers as the physicians. Alors, si la santé, c'est le don que nous recevons du système paysan, alors les paysans, ce sont nos docteurs, ce sont nos médecins. Oui, pour rebondir aussi par ce qui a été dit par vous deux, je crois que ce qui est essentiel dans ce que vous dites, c'est cette idée qu'on va remettre la main sur nos façons de consommer et du coup de produire et de distribuer aussi. Hein. Et je crois que voilà, on se réapproprie aussi un droit humain fondamental qui est celui de se nourrir de façon suffisante et saine. Et je crois aussi que c'est pour ça que les questions agricoles et alimentaires aujourd'hui sont vraiment un axe, un sujet où il y a énormément et de plus en plus de mobilisation, parce que les gens se rendent compte qu'on nous a désapproprié de nos façons, de notre droit à choisir ce qu'on veut manger de façon suffisante et saine. Et je crois aussi ce qui est important dans l'idée des AMAP, c'est l'idée de relocalisation des activités, le fait qu'on puisse savoir comment sont produits nos aliments. Et si tous les citoyens savaient par exemple comment est produit la plupart du poulet importé d'Argentine ou de Brésil, qui coûte 2 fois moins à peu près en coût de production que le poulet produit en France, si on savait comment c'est produit, je pense que la plupart des consommateurs ne voudraient plus en acheter. Et c'est ça le véritable enjeu de la relocalisation des activités, c'est qu'on puisse se ressaisir des façons de produire et de transformer et de distribuer nos aliments. Et je finirai par une idée, c'est que finalement ces circuits courts qui sont une sorte de court-circuit des multinationales et de l'agro-business, ces circuits courts, cette alimentation alternative, si on ne veut pas seulement que ce soit pour nous, consommateurs avertis, il faut que tous on devienne à la fois des consommateurs citoyens, militants, en tout cas engagés dans le milieu associatif, syndical, en portant le plus possible le partage d'informations, en s'impliquant dans les associations, les réseaux, les luttes, comme contre la ferme des 1000 vaches, contre les fermes-usines, contre le barrage de Sivins, etc., qui sont autant de luttes qui portent d'autres idées de produire et de consommer. Mais il faut aussi qu'on se batte contre les politiques qui sont faites à l'échelon national, je pense aux politiques du foncier, à l'échelon européen. Sachez qu'aujourd'hui, la politique agricole commune nous coûte 100 à 200 euros par habitant, et que plus vous polluez comme exploitation agricole, moins vous créez d'emplois, et plus vous touchez d'aide de la politique agricole commune, quand même. Hein. Et ça, c'est 40 milliards par an distribués par l'Union européenne. Et il faut enfin qu'on se batte contre la mise en concurrence des agricultures et donc tous les accords de libre-échange qui se multiplient aujourd'hui, à commencer par l'accord transatlantique. Donc voilà, à la fois tenir notre engagement comme consommateur et comme, je dirais, citoyens engagés collectivement dans des pratiques et des réseaux, des luttes contre cet agro-business. Merci. Merci beaucoup. On arrive au terme de cette première table ronde. Merci beaucoup Sophie et Maud d'être venues partager avec nous votre expérience donc de votre AMAP. Et j'ai reperdu le nom de l'AMAP, c'est dramatique. C'est l'AMAP des volontaires. De l'AMAP des volontaires. Mais merci beaucoup de ce témoignage. On va passer à la deuxième table ronde. En attendant, un petit film va nous être projeté, qui s'appelle Les mots et les visages de l'agriculture citoyenne. Et j'invite pendant ce temps Florent et Olivier à bien vouloir nous rejoindre. l'AMAP, c'est quoi? C'est que les gens se rencontrent, discutent, c'est le contact, voilà, de rencontrer les gens, discuter. Déjà, toi, tu partages, et eux partagent leur vie aussi.
c'est l'idée d'un partenariat qui se lie entre des gens qui ont envie de manger différemment et des gens qui produisent la nourriture, qui se formalise par une vraie expérience où on se rencontre, où on se connaît. C'est l'une des façons les plus simples de s'engager finalement, simplement de choisir ce qu'on mange. C'est un moyen pour les citoyens de se réapproprier leur façon de consommer, quoi, d'être en lien avec la nature. C'est vraiment un acte qui crée de la liberté pour eux, pour nous, pour tout le monde. C'est la solidarité avec l'agriculteur, avec nos agriculteurs, c'est la solidarité avec les personnes qui sont peut-être plus en précarité, donc c'est un petit peu le symbole de la... C'est beaucoup moins une démarche commerciale. On réfléchit avec les Amapiens à ce qu'on développe. Au quotidien, on n'est pas tout seul dans notre ferme, on a le soutien des Amapiens. L'idée de consommer des produits qui sont cultivés juste à côté, qui ont un impact plutôt sur l'environnement très peu quantifiable, c'était vraiment très intéressant pour moi, c'est vraiment ma ligne de conduite. Les Amapiens, c'est des gens qui sont engagés, qui consomment parce qu'ils sont conscients que l'acte de consommation, ça peut changer quelque chose. Les citoyens, les consommateurs, il faut simplement qu'ils comprennent que chaque acte d'achat est un acte qui décide de leur futur et de leur alimentation d'aujourd'hui et de demain. Je suis liée à eux, on a un projet ensemble. Nous, on n'existons pas sans eux. Et eux, ils ont besoin de nous. Donc, c'est une coopération entre tout le monde. Vraie vie. Je cours plus après les billets. Maintenant, je cours après des belles récoltes, des belles relations et je crois que j'ai trouvé tout ça là dans la map. Je gagne ma vie normalement, suffisamment et puis voilà, je suis heureux. Depuis que je suis à la map, à chaque fois quand je prends mon panier, ça m'a beaucoup aidé à faire à manger parce que je vois des légumes. Le fait est de toucher déjà la terre, les légumes avec la terre, de les laver et de les préparer, ça fait déjà, ça me remonte le moral, quoi. Ça fait beaucoup d'effet pour nous. On a besoin de vivre autrement, on a besoin de vivre mieux et les aspirations, elles tendent à ça. Je ne sais pas si l'agriculture est citoyenne, mais c'est l'agriculture avec les citoyens, là, en tout cas. Mais on a trouvé un mot plus joli, on les appelle Amapiens. C'est quand même plus chouette. De la discussion, là on va peut-être aborder un petit peu plus les questions qui fâchent quelque part, mais peut-être que Vandana va garder le micro si elle veut bien. Vous aurez la parole juste après, bien sûr. On a été rejoint par Florent Seban, qui est paysan en AMAP, et par Olivier Lavielle, qui lui est amapien, si je reprends donc cette terminologie, et également administrateur du réseau AMAP Île-de-France, qui vont nous parler justement finalement de pourquoi on est là ce soir, et puis le rapport entre l'enjeu des élections régionales et ces pratiques d'AMAP. Mais je voudrais introduire cette discussion par une question peut-être un petit peu plus générale, mais je pense qu'on ne peut pas s'empêcher de se demander, quand on voit ce film et quand on entend ce qui a été dit au début, c'est-à-dire, c'est formidable ce rapprochement entre consommateurs et agriculteurs. C'est formidable cette expérience de commun qui se fabrique. Est-ce que ça fait du changement social? Est-ce que ça suffit à faire changer la société? Qu'est-ce que vous en pensez, Vandana Shiva? I think initiatives like the CSAs show that social change is possible and citizens are leading. But after all, there are two other players who
need to be held accountable. First of all, CSAs cannot be expected to correct the distortions that come from the huge amounts of subsidies for a destructive agriculture, agriculture spreading disease, creating climate change, displacing farmers. And I think part of the larger political process has to be citizens reminding governments that the money they're giving as subsidies is citizen money. It comes from taxes. And citizens should now play a role in shaping how taxes get used for the good of all, for the protection of the planet, not for the profits of a few. The second is, oh, yeah, sorry. Merci. Donc, les AMAP peuvent effectivement démontrer que le changement social est réellement possible. Les citoyens sont forts et peuvent mener. Cependant, il y a deux autres acteurs dont il faut tenir compte. Les AMAP ne peuvent pas corriger toutes les distorsions qui sont provoquées par les subventions qui sont accordées à l'agriculture industrielle, qui est responsable de la manière que la maladie se répand, la manière que le climat s'aggrave et toutes les désavantages qui sont provoqués par l'agriculture industrielle. Cependant, les citoyens ont la responsabilité et doivent rappeler aux élus que les élus gouvernent grâce à nos impôts citoyens et que les citoyens doivent donc souligner comment cet argent qui provient de nos impôts doit être utilisé. Secondly, these movements are showing that ecological farming based on solidarity between those who eat, the co-producers, and those who grow the food, is economically viable. And that economic viability needs to be turned into the policy for how agriculture is done. That is the responsibility of governments, to not act against their citizens, not violate the rights of the earth, not commit crimes against children. I think governments deliberately allowing our children to be sick, to be diseased, to have allergies, to have cancers, because of bad food and toxics in the food, it's a crime. It's a crime against nature. It's a crime against the future generations. It's a crime against humanity. And that crime must stop. And governments should be of the people, by the people, for the people. Therefore, for citizen agriculture, they were never supposed to be of the corporations, by the corporations, for the corporations, which they're becoming. That's what TTIP is about. That's what free trade agreements are about. And if, sorry. Donc il faut démontrer que le modèle de la coproduction est un modèle viable et que ce modèle doit aujourd'hui être traduit par une politique qui correspond à cela. Les gouvernements ne doivent pas agir contre les citoyens. Les gouvernements n'ont pas le droit de commettre des crimes contre les enfants. Regardez toutes les allergies, tous les cancers qui sont provoqués par l'alimentation industrielle. Ceci est criminel. C'est un crime contre les citoyens, contre la nature, contre les futures générations et contre toute l'humanité qu'il faut arrêter. Le gouvernement doit être pour le peuple et les peuples doivent être gouvernés donc en conséquence. Et les gouvernements ne doivent pas être
en faveur des entreprises transnationales, vous n'avez qu'à regarder les accords de libre-échange, l'accord TTIP et autres. Ecological agriculture produces more and better food, and it addresses the climate crisis at the same time. Communities shaping a food democracy are not just eating better, they are, as the film showed, really shaping freedom for our times. And when there's talk of scaling up, saying, oh, these are little initiatives, scaling up cannot mean devastating the planet. Scaling up cannot mean wiping out the last farmer. Scaling up cannot mean scaling up disease. Scaling up means creating an environment for these initiatives to multiply, to be everywhere, which is why this afternoon together we planted a garden of hope, which is why I hope at some point I'll be able to share with all of you a citizens' pact for the earth that we have launched today. I didn't wait till the COP, because citizens are leading. Citizens are shaping the future. Citizens are reclaiming democracy through food systems, but it is not just about food alone. It is about all of life, and not just human life, but all life on the planet. So I think the implications are huge, which is why there's always an attempt to say, oh, but it's too small. And I always say, everything beautiful is small. The seed is small, it grows. A baby is small, it grows. The potential of growth in the small is in the CSAs, and this is the real future. L'agriculture écologique est quelque chose donc qui permet de diminuer la crise, qui permet donc d'augmenter la démocratie. Ce n'est pas juste manger plus, c'est manger mieux. C'est aussi la liberté. Grandir, cela ne veut pas dire dévaster notre planète. Ça ne veut pas dire répandre les maladies. Ça ne veut pas dire détruire. Nous avons planté aujourd'hui un jardin de l'espoir. Et nous avons lancé aujourd'hui le pacte pour la Terre. Je ne pouvais pas attendre la COP pour le lancer. Les citoyens mènent dans la démarche et nous formons, nous créons notre avenir. Cela ne veut pas dire juste nos systèmes alimentaires, mais ça veut dire toute la vie sur notre planète. Quand on dit « mais c'est trop petit », il faut voir que la semence, les graines sont petites et grandissent, qu'un bébé naît petit et grandit. Un AMAP a beaucoup de potentiel. C'est petit, mais ça a un vrai devenir. Thank you and sorry. Ok. Alors Aurélie Trouvé, par rapport à cette question de... Pardon. Ah oui. Par rapport à cette question de l'échelle, de la bonne échelle du changement social, je rappelais tout à l'heure que vous êtes vice-présidente du conseil scientifique d'Attac. Attac, typiquement, fait partie des mouvements qui mènent des luttes systémiques contre le traité TAFTA,
contre la marchandisation excessive. Vous avez vraiment un discours et des engagements contre un système économique et commercial problématique. Et pas tellement sur cette échelle micro, quasiment individuelle. Du coup, quel regard jetez-vous là-dessus? Et pensez-vous qu'il y a là les ferments du changement social vers une transition écologique citoyenne? Moi, je suis persuadée que c'est absolument pas en contradiction. Au contraire, c'est complètement complémentaire. Et je pense qu'on ne peut pas être crédible en portant des revendications à une échelle nationale ou internationale si nous-mêmes, dans nos pratiques, on n'est pas un minima dans des approches alternatives. Hein. Et je pense vraiment qu'il faut lier les pratiques alternatives à un échelon individuel ou collectif très local et des revendications à une échelle nationale, internationale. Et franchement, je le dis, moi je suis ravie parce que ce que je vois du réseau des AMAP, et il n'y a pas que les AMAP, c'est que ces réseaux-là portent de plus en plus des revendications fortes à une échelle nationale, à une échelle internationale, et c'est des forces très importantes pour changer les choses. Parce que ça draine des citoyens qui ne seraient pas arrivés à ça sans l'échelon individuel. Et je crois que voilà, cet échelon individuel et collectif, c'est vraiment, pour moi, c'est l'avenir des mouvements sociaux, et c'est comme ça qu'on va réussir à développer, nos idées et nos mobilisations, quoi. Voilà. Juste sur ça, je crois aussi qu'il faut, voilà, maintenant il faut qu'on arrive à fédérer, parce qu'il existe des tas de mouvements paysans qui sont en France, ailleurs, dans des approches alternatives. Je pense évidemment à la Confédération paysanne, mais je pense aussi à tous les agriculteurs en bio, je pense à toutes les petites coopératives agricoles. Vous savez que le monde agricole est très riche de petites coopératives à une échelle humaine, et puis il y a aussi de multiples coopératives de consommateurs de distribution qui se développent aussi. Donc voilà, les AMAP, évidemment, c'est une force reconnue et importante, mais il y a tout ce monde-là qui gravite aussi. Je pense aussi à Terre de Liens, à tout un tas de forces qu'il faut qu'on arrive à fédérer davantage, à mon avis. Je prends en exemple l'Allemagne. À Berlin, ça fait plusieurs fois qu'ils arrivent à organiser des manifestations à plusieurs dizaines de milliers de gens, et parfois encore plus, sur les questions de souveraineté alimentaire. Et de plus en plus, ils pèsent dans le rapport de force face à l'agrobusiness, face au syndicalisme agricole majoritaire, face au gouvernement. Et voilà, je pense qu'en France, on a les forces pour le faire, et qu'on est proche de ça. Voilà, donc je pense que sur les questions de politique agricole, de commerce international, par ce biais-là, on peut changer énormément de choses, parce qu'on touche à ce droit humain fondamental, à cet acte essentiel de la vie qui est celui de se nourrir de façon suffisante et saine. Voilà. Merci Aurélie. Alors, nous avons donc été rejoints par Florent et Olivier. Je le disais au tout début, amapiens et agriculteurs, mais vous êtes aussi tous les deux très impliqués dans le réseau francilien des AMAP. Et c'est vous qui avez à la fois voulu cette soirée et à la fois initié cette démarche qui est tout à fait nouvelle pour les AMAP de tenir un discours, interpeller les candidats des élections régionales, donc prendre la parole en tant que réseau AMAP dans ce contexte des élections régionales que nous connaissons actuellement, également en lien avec la COP21, le sommet sur le climat. Pourquoi et quel lien, quel message souhaitez-vous faire passer dans le cadre de cette campagne sur vos pratiques? Je ne sais pas comment vous voulez. Déjà que ça fonctionne. On l'a vu là. Moi, ça fait 3 ans que je suis amapien, et j'avoue que je suis encore en plein dans la phase amoureuse. Je suis complètement émerveillé par ce mouvement. Et en fait, ce que moi j'en ai perçu très vite, c'est la puissance politique de transformation. Alors c'est quoi cette puissance politique de transformation des AMAP? Cette puissance politique, c'est que, on le voit, c'est des gens qui réinventent une autre façon d'échanger, une autre façon de partager, une autre façon de se relier au sol et aux éléments essentiels, quoi. Et surtout qui réinventent une économie humaine, mais qui est une vraie économie. Le mouvement des AMAP existe depuis maintenant 15 ans.
Je crois qu'il n'en est plus au stade des expérimentations. Il y a une charte qui a été réécrite collectivement au niveau national pendant un an. Je pense que c'est un réseau qui est aujourd'hui mûr pour assumer la dimension politique qui l'anime, c'est-à-dire que derrière les AMAP, évidemment, il y a une aspiration à une autre société. Voilà. Alors peut-être, je vais vous lancer après, mais Florent, peut-être vous de votre côté, qu'est-ce que ça vous évoque et pourquoi est-ce que vous avez voulu cette implication dans la campagne des régionales? En fait, moi je suis paysan du coup à Pucet, dans un petit village du sud de la région Île-de-France. On a le maire ici, on est content. Ce qu'on voit nous au quotidien, c'est que il y a des gens qui s'intéressent à ce qu'on fait quand on plante, quand on sème, quand on désherbe, et ils font plus que s'intéresser, ils viennent nous voir, comme tu le disais Maud, ils nous posent des questions, ils nous encouragent, ils nous sourient, ils nous financent, donc ils font plein de choses qui rendent notre métier passionnant et qui font qu'on a envie de faire ce métier pendant des années. Mais on se rend compte que finalement, au-delà de faire ça, ces gens-là, ils aspirent, ils nous sécurisent presque complètement. C'est l'invité. You're having impact. Yeah, that's good. We're trying to change lines. Vous avez un impact, bien dire, Vandana. Donc on voit les gens qui s'impliquent dans nos systèmes, qui nous sécurisent, qui sont partie prenante de notre modèle agricole. Et on voit que ces gens-là vont au-delà d'être partie prenante de nos modèles agricoles, puisqu'ils souhaitent que ce soit répliqué un petit peu partout dans la région, en installant d'autres paysannes et paysans pour faire les mêmes choses, puisqu'il y a une demande énorme de parts de récolte en AMAP. Le réseau accompagne les nouveaux paysans et les nouvelles paysannes. On se rend compte que les AMAPiens nous demandent de faire bouger les lignes pour que cette agriculture se développe. Ces gens-là souhaitent participer, donc interpellent leurs élus localement. Par exemple, nous, dans le cadre des discussions locales sur le plan local d'urbanisme de notre commune, l'AMAP et notre ferme ont adopté une position commune pour essayer de faire évoluer le plan local d'urbanisme vers la protection des terres agricoles, vers voilà, plus de biodiversité, une replantation d'arbres. On voit que ça se passe au niveau local. On voit qu'au niveau départemental, les AMAP commencent à être de plus en plus représentés dans des commissions qui président aux orientations agricoles des départements, voire des régions. Donc on voit que finalement les gens qui nous soutiennent ont envie que ce modèle se développe et donc participent à ces comités-là. Mais on se rend compte que les comités dans lesquels les AMAP sont invités sont encore les petits comités qui ne comptent pas. Et tout le but de cette campagne, tous dans le même panier, c'est de se dire, finalement, on a là des gens, des paysans, des paysannes, des consommateurs, des consommatrices qui s'unissent, au lieu de s'opposer comme ce qui est toujours présenté dans les médias, qui s'unissent, qui sont porteurs de solutions, qui sont économiquement pérennes, écologiquement aussi. Pour l'instant, si on veut vraiment que ce changement puisse être, comme Vandana le disait, un changement d'échelle significatif, il faut pour cela qu'une voix soit donnée dans les vrais comités, les vraies décisions au niveau de la région, au niveau national. Aurélie parlait de la profession agricole dominante qui cadenasse en fait tous ces comités et qui fait que du coup nous on a des revendications sur le foncier, sur l'installation, sur ces choses-là, mais pour que toutes ces revendications soient entendues, il faut que la voix de ceux qui souhaitent se mêler de l'agriculture soit entendue. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce manifeste pour une agriculture citoyenne qu'on a présenté à tous les candidats franciliens. Ils n'ont pas tous signé. Valérie Pécresse l'a pas signé, mais nous a fait une belle lettre nous disant qu'elle croit aux AMAP et à l'ouverture de la gouvernance. Voilà, donc nous on va les réinterpeller et on va leur demander des engagements encore plus concrets et on va leur demander d'aller un peu plus de l'avant parce que finalement on sent en tant que réseau des AMAP, en tant que mouvement, une responsabilité de matérialiser finalement toutes les actions, les petites actions dans les fermes franciliennes de chacun des AMAPiens, de chacun des paysans pour que ça prenne corps et qu'on puisse aller vers un changement un peu plus large. Ce discours-là que vous tenez, quelle réaction suscite-t-il de vos
collègues, je ne sais pas du tout si c'est le bon terme, paysans, non amapiens et engagés et impliqués dans des formes d'agriculture beaucoup plus intensives que la vôtre. Est-ce qu'il y a une discussion possible entre vous ? Ce qui est intéressant, c'est que sur notre village, par exemple, on peut parler à quelques-uns d'entre eux sur des questions très pragmatiques de vie d'agriculteur local. Et ça nous donne de l'espoir. Quand on se retrouve dans les commissions agricoles de la région, tout ça, là, tout se ferme et il n'y a plus de discussion possible. Ce qui nous donne de l'espoir, c'est les générations qui viennent après ces gens-là. Je ne pense pas qu'il faille blâmer des gens qui sont à la fin d'une carrière et attendre de gens qui ont 55-60 ans de changer complètement de modèle agricole. Par contre, il faut travailler avec la génération qui arrive. Et nous, du coup, on parle beaucoup à leurs enfants qui vont peut-être reprendre ces fermes-là. Et puis, on parle beaucoup à tous les jeunes. On est content d'en avoir beaucoup dans la salle aujourd'hui parce que pour nous, on voit une énorme demande en AMAP sur la région et on voit qu'on est quelques maraîchers, quelques producteurs, mais pas du tout assez pour répondre à cette demande. Et c'est pour ça que le réseau des AMAP a tout un programme d'accompagnement à l'installation parce que avec les AMAP, on montre qu'on peut économiquement vivre de ce métier-là assez rapidement. Et donc on invite tous les jeunes ou moins jeunes de la salle qui ont cette idée qui est peut-être quelque part dans la tête, à contacter Benoît ou Voun qui sont là pour vous proposer des parcours à l'installation. Okay. Pour vous, Olivier, comment faire pour que du côté des consommateurs, même si on voit bien qu'on est au-delà de ce mot consommateur, il faudrait trouver un autre terme, on parle parfois de consommateur, je ne sais pas s'il est approprié dans ce cas-là, mais en tout cas du côté de celui qui achète et mange ses légumes, comment faire pour que dans ces cercles-là, et notamment en ville, la motivation et un peu la culture de ces cercles-là ne soit pas simplement, je dirais, le reflet d'un désir un peu égoïste de simplement manger des légumes qui sont sains, mais soit porteur véritablement d'autre chose. C'est pas si évident en fait. Comment est-ce que vous voyez la possibilité de travailler ça, puisque vous parlez vous-même de politique et de puissance politique de ces AMAP, pour le faire advenir concrètement, ça serait quoi les pistes ? Bonne question. Est-ce que c'est par le biais de cette campagne ? Est-ce que c'est par le biais, par exemple, de cette adresse que vous avez faite aux candidats ? Est-ce que voilà, les élections régionales, c'est une manière de commencer ça ? C'est une bonne question. Non, comment faire que les gens changent, évoluent dans leur rapport à l'alimentation, dans leur rapport à l'agriculture ? Je pense que ça prend du temps. Déjà, il faut accepter que ça prend du temps. Je pense que c'est ce qu'on a accepté nous en AMAP, c'est que ça prend 10 ans pour construire un partenariat qui est solide, qui marche, qui fonctionnait, etc. Donc c'est de retrouver du temps long. Moi, c'est ce que j'ai redécouvert en AMAP. Donc c'est prendre du temps socialement aussi pour faire de la pédagogie. Moi, je me sens en tant qu'amapien un devoir maintenant, effectivement, d'aller vers le grand public et de pouvoir retransmettre tout ce qu'on peut se dire ici. Voilà, on a besoin de montrer que derrière les AMAP, derrière un autre rapport à l'agriculture, à l'alimentation, il y a aussi une autre vie, j'ai envie de dire, une autre façon de vivre. Donc, comment faire ? Je pense que c'est une vaste question. Déjà, moi, je pense qu'il faut commencer localement, très très localement. Je pense que c'est ce qu'on a voulu montrer avec cette campagne, c'est que, en tant que citoyen, parfois, on se sent un peu dépassé par Monsanto, les grands groupes, les multinationales, etc. Commençons par, devant chez soi, dans sa commune, il y a 1 milliard de choses à faire. 1 milliard de choses à faire. Donc il y a des groupes de citoyens qui se mobilisent en Ile-de-France, partout dans les régions, qui, par exemple, vont récupérer des terres, qui vont faire évoluer leur statut, qui vont les faire passer en terres agricoles, qui vont y installer des maraîchers, qui ensuite vont manger leurs légumes. Tout ça, ça prend 4, 5, 6, 7 ans. La question, c'est qu'il faut avoir une vision. Et je redis que, voilà, pour moi, la vision qu'il y a derrière, c'est une autre façon de vivre ensemble. Donc, il se pose plein de questions. Comment on visibilise ça ? Comment on communique là-dessus ?
Les AMAP ont fait un choix par défaut, entre guillemets, de ne pas communiquer, et pourtant elles se sont quand même développées. Aujourd'hui, je pense que c'est la raison de cette campagne, je pense que c'est la raison aussi d'une prise de parole politique plus forte, c'est qu'on se rend compte que c'est le moment d'aller plus loin. C'est-à-dire qu'on veut que la marge, qui est très belle, elle soit remise au centre. Vandana Shiva, vous avez participé à d'énormes marches qui réunissaient des centaines de milliers de personnes. Vous pratiquez et défendez l'activisme de masse, la désobéissance civile depuis des années, donc des moyens de lutte qui sont à la fois radicaux, collectifs, avec vraiment l'intention de faire pression par la masse contre les Monsanto, les producteurs de semences industrialisées, etc. etc. Est-ce que vous y croyez, vous, à cette interpellation des institutions? Et est-ce que ça passe aussi par là pour faire monter en échelle le poids politique des alternatives? I think we need to do both things together. We need to intensify our resistance to the destructive order because it only gives 30% of bad food. Only 30%. 70% comes from small farms. But that system has destroyed 75% of the planet and 75% of people's health. Alors, il y a besoin de faire les deux choses ensemble. Il y a besoin d'intensifier les résistances contre ces forces destructrices qui ne fournissent que 30% de nourriture et de mauvaise nourriture. 70% de la bonne nourriture étant fournie par l'agriculture paysanne, alors que cette agriculture intensive détruit 75% de la santé des gens et un impact délétère de l'ordre de 75%. So if this 30% that's destroyed 75% was to go up to 45%, we'd have a dead planet. That is why we must stop that system with all the political energies we can exercise and unleash, including civil disobedience where it's necessary. Donc si ces 30% de mauvaise nourriture se transforment en 45% de mauvaise nourriture, avec ces 75% d'effets délétères, eh bien à terme on va avoir une planète morte. Donc il faut vraiment arrêter ces phénomènes négatifs en utilisant toutes les énergies politiques possibles et nécessaires et en ayant recours à la désobéissance civile évidemment. And at the same time we have to build the citizens' alternatives. Because at least on the issue of food, that is something we can do. We can grow better food, and Sophie became a farmer. She wasn't born a farmer, she became a farmer. All of us can become farmers, but all of us can definitely be co-producers with the farmer, but also, let's remember, with the earth. Because when we work with the seed and the soil, we are producing with the earth. Donc en parallèle, il faut effectivement avancer sur les alternatives citoyennes. Et la question alimentaire est au centre de cela. Il y a tellement de choses que nous pouvons faire. Nous pouvons effectivement produire de la meilleure nourriture. Et prenons l'exemple de Sophie. Sophie est devenue productrice. Elle n'était pas productrice. Elle est devenue productrice. Donc peut-être qu'on ne peut pas tous devenir des producteurs, mais on peut en tout cas devenir des coproducteurs. Et en participant donc activement à cette activité agricole, par les semences, par le sol, on est donc en interaction positive avec la nature et avec la terre. N'oublions pas la terre. And with my 3 decades of work on exactly these models in India,
for every seed you save, for every organic ecological farm you grow, you have made the giants that much weaker. Et je peux vous dire, avec l'expérience de 3 décennies de combat que je mène en Inde sur ce modèle agricole, je peux vous dire que à chaque graine, chaque semence qu'on conserve, à chaque ferme bio qu'on crée, eh bien, c'est autant qu'on impacte ces géants de l'agriculture intensive. C'est-à-dire on les pénalise d'autant, on les affaiblit d'autant, pardon. Because it's not the size of the farm or the number of CSAs that is the issue. It is the power of the idea in our times. Parce que ce n'est pas la taille de la ferme qui est importante, ce n'est pas le nombre d'AMAP qu'on va constituer, c'est la force, c'est la force des idées, la force des idées qui est véhiculée, qui est disséminée à la période actuelle. Oui, juste un mot pour rebondir aussi sur l'idée de il faut qu'on invente d'autres façons de vivre ensemble. Je voulais continuer cette idée-là en disant que c'est très politique justement parce que ça va nous demander aussi de nous opposer à des forces très puissantes. À la fois les multinationales et puis aussi les politiques qui protègent ces multinationales. Je vais prendre juste 2 exemples. Le premier, c'est les batailles qui se mènent actuellement au niveau local et tout le monde peut y participer pour que dans les cantines, on parlait d'enfants, pour que dans les cantines, eh bien, on passe à nouveau par des cuisines publiques et par des producteurs locaux et de produits bio. Ça, c'est un moyen, un levier énorme pour que tous les enfants de France d'ailleurs puissent manger bio et local. Eh bien, pour faire ça, il faut qu'on se batte contre Sodexo, contre toutes ces multinationales qui ont mis la main sur ce marché très juteux. Et puis, il faut qu'on se batte aussi contre le droit de la concurrence européen, qui empêche d'avantager les producteurs locaux dans les appels d'offres de marché public. Et ça, c'est toute une bataille à mener à la fois contre les multinationales et puis les politiques qui les protègent. Autre exemple, l'accord transatlantique, le TAFTA, c'est complètement miné par les multinationales. En tant que citoyens, organisations citoyennes et même les élus parlementaires nationaux et européens ont un mal fou à savoir ce qu'il y a actuellement dans les négociations et sur la table. Il faut aller dans une ambassade américaine avec sa carte d'élu, enfin c'est un truc vraiment hallucinant. Et par exemple, pour n'avoir que le mandat de l'Union européenne de départ, c'est grâce à une fuite qu'on a eu ce mandat de façon publique. Donc il faut se battre contre les multinationales et les représentants administratifs et politiques qui les protègent. Et cette bataille contre le TAFTA, c'est-à-dire contre une mise en concurrence effrénée entre les agricultures et les économies américaines et européennes, ça nous mènerons citoyens européens et citoyens américains, et c'est le cas aujourd'hui, contre les multinationales à la fois européennes et américaines. Et c'est pas, surtout pas, les gentils européens contre les méchants américains, ce qui est un certain discours aussi d'extrême droite, c'est bien nous, citoyens américains, européens, qui travaillons ensemble dans les mouvements sociaux contre nos multinationales. Et je peux vous dire que dans cet accord-là, à la fois les multinationales européennes et américaines seront gagnantes. Alors, juste là-dessus, je vous enjoins vraiment, la mobilisation, elle va monter en puissance contre le TAFTA. Elle monte partout dans les pays européens et aux États-Unis. On a un site qui s'appelle Stop TAFTA, qui regroupe des dizaines et des dizaines d'organisations. Voilà, et cette mobilisation, je vous encourage tous à la rejoindre dans les mois qui viennent. Ok, merci. Avant de vous donner la parole pour des questions, commentaires et réactions, on va donner la parole maintenant à Clotilde de l'association Solidarité et qui va donc lire ce texte. C'est un engagement, n'est-ce pas, qui a été prononcé tout à l'heure lors de la plantation de ce jardin cet après-midi à Paris dans le 11e. Voilà, bonjour à tous. Un engagement citoyen qu'on vous invite tous à signer à partir de demain sur le site sitefreedom.in.
Alors je vais vous en lire quelques passages. C'est un engagement qui tient en 10 points. Donc, pacte citoyen pour la Terre. Nous, citoyens, nous nous engageons à protéger nos sols et notre biodiversité, car c'est dans un sol vivant que se trouve la prospérité et la sécurité de notre civilisation. Nous, citoyens, nous défendons notre patrimoine commun, que sont les semences, la biodiversité, les sols, l'eau, l'air et le climat, en nous engageant contre la privatisation de celui-ci. Nous, citoyens, nous prêtons une attention particulière à la non-appropriation des semences, pilier de notre biodiversité, garante de notre souveraineté alimentaire et de la résilience climatique. Nous, citoyens, nous rejetons le modèle d'agriculture industrielle qui est largement responsable du changement climatique, ainsi que les fausses solutions s'inspirant du même modèle. Nous, citoyens, nous nous engageons à pratiquer et à protéger une agriculture à petite échelle et locale, basée sur les principes et méthodes de l'agroécologie, afin que les peuples puissent tous se nourrir et atténuer le changement climatique. Nous, citoyens, nous luttons contre les traités de libre-échange, les accords commerciaux favorisant les multinationales et diminuant la liberté et la souveraineté des peuples. Nous, citoyens, nous faisons la promotion des systèmes d'économie locale et circulaire comme une solution pour créer un tissu social stable, des emplois, du lien social. Nous, citoyens, nous nous engageons à créer des systèmes de démocratie vivants, participatifs et non violents. Nous, citoyens, nous faisons le pacte de vivre consciemment en tant que citoyens de la Terre, en prônant la tolérance, le partage et la non-violence, en particulier envers la Terre et l'humanité. Et enfin et surtout, nous, citoyens, nous plantons autour du monde des jardins de l'espoir comme symbole de notre pacte pour la protection de la Terre. Nous pratiquons une agriculture écologique et biologique dans tous les espaces disponibles afin de semer ensemble les graines du changement pour la création d'une nouvelle citoyenneté planétaire. Merci beaucoup. Merci Clotilde. Bonsoir. Sur les échanges de graines, grâce au réseau des Amapiles de France, on communique beaucoup. Il y en a certains qui ont commencé à récolter des graines et à les échanger. On y travaille. C'est encore un autre métier qui est à apprendre et ça vient avec le temps d'Olivier. Ok. Peut-être pour répondre à la personne qui parlait d'interpeller les politiques. Oui, allons-y. Effectivement, nous, en tant que réseau AMAP, on est allé voir toutes les têtes de liste, les candidats. Évidemment, il y a des longues listes de candidats dans les départements. Il est très important de leur faire connaître nos attentes, les solutions qu'on porte, et de les tenir, de veiller à ce qu'ils mettent en œuvre effectivement les promesses qu'ils peuvent faire. Donc, effectivement, ne nous contentons pas de mettre notre bulletin dans l'urne début décembre, mais allons interpeller dès maintenant tous les candidats pour les futures régionales. Okay. Merci. Aurélie ? Oui, pour poursuivre. Alors, il y a certaines questions, je ne sais pas y répondre, je vais être honnête. Simplement sur la question, justement, par rapport aux politiques. Voilà. Moi, j'ai bien aimé cette intervention parce que finalement, vous montrez justement le côté systémique de nos revendications, c'est-à-dire que c'est pas seulement se battre sur les questions environnementales, mais aussi sociales et d'inégalité de richesse. Et cette autre façon de vivre ensemble dont tu parles, je pense qu'elle se mène sur différents plans, sur différentes luttes. Voilà, il y a la question agricole et alimentaire, mais il y a aussi la question des gens qui ne peuvent pas aujourd'hui s'acheter une alimentation saine et même une alimentation suffisante. Et la question de la redistribution des richesses pour que chacun puisse se permettre cette alimentation de qualité, qu'on donne à chacun les moyens de le faire, ça veut dire aussi revendiquer tout un tas d'autres choses. Ça veut dire aussi une redistribution équitable des revenus. Ça veut dire aussi avoir de l'argent pour faire ces politiques de redistribution, donc lutter contre l'argent dans les paradis fiscaux, donc lutter contre l'argent dans les circuits financiers, tout ça pour vous dire que, voilà, je pense que tout est relié et qu'en même temps, à travers cette question de l'alimentation, eh bien finalement, on touche à peu près tout et à des politiques beaucoup plus vastes. Moi, je voulais rebondir sur ton intervention là-bas qui nous donne vachement qui
nous encourage et qui nous fait dire que finalement cette soirée on l'a pas organisée pour rien, parce que c'est exactement ce genre de réaction qu'on espérait. Après une soirée comme ça, pour nous, ce qui est important, c'est de se dire que voilà, on parle responsabilité des paysans, des consommateurs, mais du coup, si on veut se préparer pour demain, il y a des trucs très concrets qui peuvent être faits. Ils étaient présentés sur les stands avant. On peut former une AMAP, on peut devenir paysan. C'est pas du tout impossible lorsqu'on a fait 5 ans d'études et qu'on n'est pas lié à ce milieu-là. Et donc vraiment, on t'invite, comme les autres, à nous rejoindre. Et ce qu'on construit, c'est des fermes ouvertes. Et les AMAPiens, ils sont justement ouverts pour t'accompagner dans cette future installation. Donc merci d'être venu. Mais c'était pour dire exactement la même chose. D'ici 10 ans, il y a 50% des agriculteurs qui vont passer à la retraite. On a besoin de relève. Et donc, j'espère que effectivement cette soirée, le film qu'on a vu, Sophie, etc., peuvent en tout cas contribuer à vous montrer que être paysan, ça peut être cool. Merci. Et Vandana Shiva, pour terminer, il y a plusieurs questions qui vous étaient adressées. Someone talked about a particular diet. Knowing how many diets come out every year, I would prefer that we focus on the principles of good eating. And those principles are diversity, those principles are fresh and seasonal, and those principles are food without chemicals and toxics. And that's why CSA has become very important for a transition to a healthy food system. Another guide for all of us would be grandmothers. They were thinking more about bringing healthy, nourishing diets rather than how to bring fake food. I mean, which grandmother would bring fake food to her children? And that's what the current system really is. It's about fakeness. And that's why the authenticity that food needs to be. It's only through initiatives like CSA we'll be able to reclaim real food. Last week I've been invited by the Brazilian president, and the conference, 2,000 people conference, was on real food. To deal with the epidemic of junk food, and I would add fake food, which is causing so much of the disease. One of the questions, well, actually it wasn't so much a question, it was from the doctor at the back. And food is medicine, but only good food is medicine. Bad food is disease. And I really feel we need to promote, oh, of course. Je vais faire au mieux. Vous avez parlé de régime. Vous avez parlé de régime. Ben, il en sort tellement des régimes que je préfère me concentrer sur la bonne nourriture et les principes de la bonne nourriture, qui sont la diversité, la qualité fraîche et la saisonnalité, et l'absence de produits chimiques. Pour cela, les AMAP font partie des éléments clés de la transition. Quelle nourriture était à la base servie par nos grandes-mères? C'est une nourriture qui nourrissait de manière saine et non pas une nourriture artificielle. Donc, la vraie nourriture, c'est une nourriture authentique. Et les AMAP aident à se réapproprier cette vraie nourriture. La semaine dernière, j'étais invitée par le président du Brésil dans une salle avec une assistance de plus de 2000 personnes. Et le sujet était la vraie nourriture. La nourriture pour combattre donc la maladie. Donc c'est la nourriture qui doit être notre médicament, mais la vraie nourriture authentique qu'il est. There was a question on global food sovereignty, and global food sovereignty is built from local food sovereignty, while remembering two things.
One, that we are in a period of huge climate instabilities. Even good farmers lose their entire agriculture. And that's why we do need global responsibility to make sure no one goes hungry in disasters. Par rapport à la question de la souveraineté alimentaire mondiale, c'est basé sur la souveraineté alimentaire locale. Il faut se rappeler, et c'est important, que nous vivons une période d'instabilité climatique très importante et que même les bons producteurs, il arrive que les bons producteurs perdent leur récolte et qu'il faut donc mettre en place une solidarité. And while disasters quite clearly can't be based only on local food systems, they can definitely be based on good food and quality food. And I have always fought against corporations using their disasters to sneak in their GMOs. They tried after the cyclone in Orissa, and we exposed them, we challenged them, we stopped. We got our government to stop the GMO shipments illegally into India. Et en période de catastrophe naturelle, il est évident qu'on ne peut pas totalement se fier à ce moment-là que sur les systèmes alimentaires locaux. Par contre, c'est à ce moment-là qu'il faut être particulièrement vigilant parce qu'après une catastrophe climatique en Inde, les entreprises transnationales ont essayé de rentrer par la petite porte avec des OGM et on les en a empêchés de le faire en Inde. The second circumstance that requires a deep solidarity is the fact that the current economic system based on free trade, globalization, corporate rule has deepened inequalities to a very, very severe level, and large numbers of people are hungry, and governments are responsible for bringing them food. La deuxième chose qui fait appel à notre solidarité est que dans notre période de mondialisation des accords de libre-échange, les inégalités ont été creusées, de plus en plus de personnes sont affamées et que il relève de la responsabilité des gouvernements de les nourrir. Now, nothing says that the food to the poor should be bad food. So, I don't know how much France spends, but I know India spends $1 trillion every year for feeding the poor and the vulnerable. Why should they get toxic food? Why can't every school meal be linked to local organic food? This is what CSAs are about. CSAs can be both citizens who can take initiative, but the model of ecological, local, diverse, fresh needs to be a model also for feeding programs for those without purchasing power, where governments use our money, and they should use our money for bringing healthy food to the vulnerable. Mais qui dit que cette nourriture qu'on doit faire parvenir aux pauvres gens qui n'ont pas de quoi manger doit être une mauvaise nourriture? En Inde, le gouvernement dépense une somme très importante pour nourrir les gens. Mais qui dit que cette nourriture doit être une nourriture toxique? La nourriture peut être locale et bio. Et les AMAP sont un modèle écologique local de produits diversifiés et frais. Et c'est ce type de nourriture-là qui doit être utilisé pour nourrir tout le monde, y compris les gens qui n'ont pas de quoi s'acheter. I don't know how many of you are aware, the United States government is suing India
to say you can't buy from Indian farmers to feed the poor, you've got to buy from our corporations. It's a case going on right now in the WTO. Le gouvernement des États-Unis est en train de mener un procès contre l'Inde sous prétexte que l'Inde ne peut pas acheter la nourriture auprès des agriculteurs locaux en Inde, mais doit acheter la nourriture auprès des entreprises transnationales américaines. C'est un cas qui est en cours actuellement en Inde. Finally, the issue of making sure we all have the capacity to save seeds and be sovereign in our seed, to know the best practices of ecological agriculture, to become shapers of distribution systems rather than victims of it. We need to work together, and I want to inform all of you that while throughout the year our movement Navdanya trains farmers in India across the country. From mid-September to mid-October, we do a course on the A to Z of agroecology and organic food systems, covering living seed, participatory breeding, seed saving, creating community seed banks, living soil, everything about the soil, including the hundreds of ways of renewals of soil fertility, and living food, because food has become dead. Food has become deadly. It's time now to make food the basis of life and the basis of freedom. Bread and freedom are not opposites. There will be no freedom without bread that is free in terms of democratic, and there will be no bread if we don't reclaim our democracy through movements like the CSAs, and I'm so glad I could be here with you all for this big launch. Sur la question des semences, il faut effectivement augmenter nos meilleures pratiques et devenir ceux qui forment et qui créent les bonnes pratiques. Il faut que je vous dise que Navdanya, notre association en Inde, assure des formations pour les producteurs de septembre en octobre. On forme les gens sur les bases de l'agroécologie, sur la préservation des semences, sur la préservation des sols, pour avoir une nourriture vivante et non pas une nourriture mortelle. Parce qu'avec un sol mort, on a une nourriture mortelle. Et il faut voir que le pain est la liberté nous nourrit comme le pain. Et je suis ravie d'avoir eu l'opportunité de partager cette soirée avec vous. Merci beaucoup.